On va discuter. De ce qui nous rapproche en fait. C'est ça. C'est le but. C'est le but. Cette sensibilité, c'est le thème qu'on a choisi tous les deux. Je pense qu'on l'a pas choisi de façon anodine parce qu'on sait aussi, on est dans une recherche de quelle intensité de sensibilité on veut émettre dans nos consultations. Si je dois commencer par une question qui est très simple, c'est comment toi ou comment tu as découvert la définition de la sensibilité? Pour moi, la sensibilité, c'est le ressenti, la capacité à ressentir des choses, à percevoir des choses. Et en fait, je l'ai énormément développé, découvert en travaillant en ostéo. Je me souviens plusieurs fois avoir traité des patients et avoir commencé à ressentir leur douleur, des choses comme ça. Et pour moi, ça a vraiment été une porte d'entrée, on va dire, un moyen de développer ma sensibilité, puisqu'en fait, j'ai commencé, il y a quelques années, à vraiment explorer ce genre de choses, justement, ces sensations qu'on pouvait avoir et voir jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait développer un petit peu ces sensations. Concrètement, ces sensations, tu les as dès l'entrée du cabinet. C'est des choses que tu perçois. Je sais qu'on a beaucoup échangé depuis hier parce que on a passé quand même un petit moment ensemble. On a fait un traitement. On a fait un traitement. On sort juste d'un traitement, donc c'est intéressant aussi d'être à fleur aussi de nos sens et de nos sensibilités une fois. Pour commencer à parler de ce thème, toi, ton ressenti sur quelqu'un, sur un patient, il s'exprime comment en gros? Est-ce que tu as déjà traité des patients et vraiment d'un point de vue physique ressenti ce que certains vont dire comme étant absorbé la douleur du patient? Je ne sais pas si c'était déjà arrivé ça, d'avoir par exemple un patient qui vient pour une douleur d'épaule et puis tu ressens, toi, peut-être après le traitement, je dis ça parce que c'est souvent ce que les ostéopathes m'ont rapporté, après le traitement, de ressentir vraiment une douleur identique à celle du patient. Je sais pas ça. Et ben, en fait, voilà, moi ça a commencé exactement comme ça. Sur un patient il y a une dizaine d'années, de ressentir comme ça la douleur du patient vraiment d'une manière très précise, vraiment dans les mêmes paramètres, c'est-à-dire que c'était les mêmes mouvements qui déclenchaient la douleur. Mais ça c'était après la séance. D'accord, ok. Et j'avais pas vraiment prêté attention, surtout qu'il y a beaucoup de croyances autour de ce genre de choses, d'absorber la douleur des gens, des trucs comme ça. Enfin de croyances, en tout cas des formes de croyances qui sont vachement partagées dans l'ostéopathie. Et il y a une notion parfois, c'est vrai, de retenue et de barrière qu'on veut se mettre pour éviter ça. Okay. Et en fait, moi j'avais pas forcément cherché à développer ça du tout, mais petit à petit ça s'est imposé. C'est-à-dire que petit à petit, ce qui s'est passé, en fait, c'est surtout la synchronicité entre la douleur du patient et la douleur que moi je ressentais, qui, pour le coup, a commencé à se passer non pas après la séance, mais pendant la séance. Pendant l'acte de soin. Pendant l'acte de soin, c'est-à-dire que je me souviens, une séance vraiment qui m'avait marqué, c'était que je travaillais au crâne d'un patient, et puis je commence à sentir une douleur assez vive dans mon coude, et au moment où je sens ça, je vois le patient qui est sur la table, qui vient, qui s'attrape le coude et qui se frotte, qui décrit en fait une douleur vraiment la même que celle que j'avais à ce moment-là. Et ça, je me suis dit, tiens, peut-être que si ça arrive en même temps, et non pas après la séance, peut-être que je peux explorer ça. Ok. Voilà, je me suis dit ça, et c'est ce que j'ai fait après. Sans pour autant en avoir peur, sans pour autant... Disons que quand j'en parlais aux autres ostéopathes, on conseillait toujours de me protéger. Ouais. De faire des choses, voilà, d'avoir un rituel, d'avoir même des représentations pour me protéger. Ouais. Certains allaient jusqu'à dire, ou vont jusqu'à dire que c'est quelque chose qui peut donner des maladies, des choses comme ça. Certains vont jusque là. Bon, moi j'ai tendance à être un petit peu têtu, donc je me suis juste posé la question. Je me suis dit, bon, ils disent ça, ils ont peut-être raison,
mais je vais quand même aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Si je les écoute pas trop, je vais explorer ça. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que ça a un intérêt clinique? Est-ce qu'on peut utiliser ça cliniquement pour aider nos patients? D'accord. En gros, est-ce qu'on peut l'utiliser comme une forme encore une fois, de communication avec la vie ou alors la santé du patient? Parce que on n'a pas de plus beau récepteur que notre corps. Et nous, en tant qu'ostéopathe, si on ne se sert pas de notre propre corps, les mains font partie de notre corps. Et souvent, en ostéopathie, on sacralise la main, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'elle nous a servi à manger, nous a servi à accéder à des outils de développement du système cérébral. Mais il ne faut pas oublier qu'on a peut-être un cerveau dans la main, mais on a peut-être un cerveau dans chaque unité du corps. Et à mon avis, l'expression des tensions qu'on pourrait avoir d'un patient, c'est aussi ces cerveaux qui s'activent. C'est une théorie, hein, la mienne aujourd'hui à l'instant T, quoi. Mais ça pourrait être peut-être ça aussi, à mon avis. On a beaucoup parlé du viscéral, comme nos émotions. Ouais. Ça, c'est dans la littérature millénaire. Mais pourquoi pas d'autres endroits du corps pourraient être des systèmes émotionnels, comme je parle de l'épaule, tout à l'heure on en a vu les effets. Je trouve ça intéressant parce que cette sensibilité, elle n'est pas uniquement du cœur, du ventre et de la tête, mais elle peut être d'ailleurs. Voilà, c'est en fait presque, je dirais, une sensibilité presque cellulaire de chaque cellule en fait. Chaque cellule est autant une part de notre sensibilité ou a sa propre sensibilité, autant que... Alors il y a peut-être des centres effectivement qui jouent un rôle plus important, mais plutôt que de chercher toujours une connexion entre les trucs, un centre qui serait beaucoup plus connecté à notre sensibilité, simplement se poser la question, peut-être que le corps dans l'ensemble c'est la sensibilité, qu'il y a des endroits où cette sensibilité s'exprime peut-être un peu plus ou de manière différente, mais que c'est quand même de partout et que en tant qu'ostéopathe, peut-être qu'on peut utiliser nos mains, mais pas se restreindre à ses mains. Tu disais tout à l'heure, voilà, c'est pas quand on ressent des choses, on ressent pas les choses que dans nos mains. Et j'avoue que moi, ça fait partie des éléments où je me suis un peu posé cette question-là. Est-ce que finalement, si on sent avec nos mains, est-ce qu'on se limite pas dans notre sensibilité, parce que ça veut dire qu'en fait on va sentir quasiment qu'avec cette partie-là, mais tout le reste aussi est sensible chez nous. Enfin, je veux dire, là on est assis, on sent bien la température, on sent la chaise, on sent les appuis. Il y a plein de choses qu'on sent en permanence. D'accord. Et donc ça passe pas forcément que par la main. Est-ce que tu considères, parfois je peux considérer l'hypersensibilité ou justement le manque de sensibilité comme on la conçoit dans notre société actuelle comme des choses qui sont pas forcément normées. Est-ce qu'une hypersensibilité à un contexte ou alors justement une apathie à un contexte, apathie je dirais physique, est selon toi une forme de pathologie? Je pense qu'il peut y avoir des cas, je ne sais pas si j'irai jusqu'au niveau pathologique. Ouais. Je pense qu'il y a des cas qui vont amener la personne à être plus ou moins fonctionnelle dans la société dans laquelle on vit. Ouais. C'est-à-dire à fonctionner plus ou moins bien dans la société dans laquelle on vit, et que peut-être que certains extrêmes vont rendre les choses un peu plus difficiles sur certains aspects, mais vraiment en lien aussi avec la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire pour pouvoir rentrer dans un cadre tu vois, qui lui est plutôt normé. Ouais. Après, en soi, on est tous différents. Il y a justement pas mal de travail qui est fait là-dessus dans les neurosciences et des gens qui perçoivent le monde de manière complètement différente.
Et on peut se poser la question de savoir est-ce que justement voilà cette sensibilité, est-ce qu'au final c'est pas simplement oui il y a des gens qui sont un peu plus comme ça, d'autres un peu plus comme ça. Est-ce que c'est pas non plus sociétal, parce que on parlait tout à l'heure du sommeil biphasique, qui est un sommeil qui est inné en nous selon des dernières études et qu'on a oublié avec l'avènement de l'électricité, etc. Est-ce que par exemple on sait intimement qu'un sommeil pas réparateur peut faire des variations d'humeur. J'emploie pas le mot humeur comme... si, j'emploie le mot humeur, j'ai un lapsus, mais j'emploie le mot humeur comme l'ancienne définition de nos humeurs, c'est-à-dire d'un point de vue biologique. Et, cette variation, elle est beaucoup plus, je dirais, cardinale, plutôt que normée, quand on a, par exemple, on n'est pas en phase avec le sommeil que la société elle nous propose aussi. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose d'important ça peut être important, mais la question que je me pose toujours, c'est est-ce que, en tout cas moi en tant qu'ostéopathe, ou en tant que personne, à mon niveau, est-ce que je vais pouvoir jouer sur ces choses-là ? Et tu penses pas ? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, mais si ça se situe à l'échelle de la société, ou à une échelle culturelle, qui peut être encore plus complexe que sociétale, moi là maintenant, parce que encore une fois on revient à parler au cas clinique, je veux dire au patient qui vient, moi là maintenant, à quel point je peux jouer là-dessus. Et donc je pense que oui, je pense que il faut retourner à une individualité dans la consultation. Et en tout cas, qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement là par rapport à ce patient tout de suite, parce qu'une fois que je lui aurais dit oui, mais c'est normal que vous soyez comme ça par rapport à la société. Je lui dis quoi après ? C'est quoi les solutions ? Voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de solutions d'ailleurs ? Parce que si justement, comme on disait tout à l'heure, est-ce que si c'est juste une variation de la norme, est-ce qu'il y a vraiment une solution à apporter à ça ? Tu vois, ça j'en suis pas certain. Mais du coup, après, bien évidemment que selon la société, selon la famille, selon les histoires de chacun, selon les histoires de ses parents, s'ils ont déjà des choses qui ne sont pas réglées, si eux-mêmes sont capables d'accepter leur sensibilité, ou au contraire qu'ils la rejettent complètement, s'ils la rejettent complètement, par exemple, ils ne vont pas forcément être capables d'encourager cette sensibilité chez leur enfant. Et on le voit parfois, concrètement, on a parfois des cas de patients, des jeunes personnes très très sensibles. Je sais pas, t'as pas mal d'enfants aussi. Carrément. D'enfants ou d'ados, et du coup, ça peut nous arriver de voir ces enfants qui sont en fait extrêmement sensibles, mais dans une famille où on sent que c'est pas quelque chose qu'on a développé, ou qu'on a peut-être qu'il y avait une forme d'interdit, il y avait quelque chose, tu vois. Et du coup la question c'est à partir de là qu'est-ce qu'on en fait concrètement, tu vois. Alors qu'est-ce que tu ferais toi pour un cas comme ça, tu vois, où tu sens que oui, peut-être c'est sociétal, peut-être que c'est familial, culturel. Moi je pense que l'intérêt aussi de l'ostéopathie, c'est de traiter les sphères à toute forme d'échelle. Tu vas traiter toute la société un par un, tu vas tous les... Alors j'aime recevoir l'ensemble de la famille. Ça, je pense qu'on se rejoint dessus, parce que justement ça me permet d'apaiser certains points de tension sur le père, de comprendre, d'avoir des modes d'action différents mais unicitaires pour revenir à un état d'équilibre familial. Je dis pas que je dis pas que mon action est la source de leur équilibre, en rien, je pense pas. Par contre, leur soulever à chacun des éléments d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité pour que la communication se fasse de façon plus fluide entre certains membres de la famille, ça je pense qu'on a une action, et je vais même aller encore plus loin à travers, toi tu le sais très bien, je fais un peu de musique, de peinture, etc. Là, le message il est universel.
Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la clinique quand on parle d'ostéopathie, parce que justement, après, on peut aller très très loin avec les principes et la philosophie de l'ostéopathie. Mais on n'est pas uniquement des ostéopathes en cabinet, on est aussi des ostéopathes dans la vie. Et ça fait du bien d'appliquer ces méthodes avec des outils qui peuvent être universels. C'est la puissance en fait des siècles des Lumières, par exemple, de certains philosophes scientifiques un peu touche à tout, qui pouvaient aussi accéder à une compréhension globale, donner des informations à la société ponctuelles pour que cette société soit en meilleure coordination. Mais de leur côté intime, ils avaient un laboratoire, et là, dans ce laboratoire, ils mettaient en application les modèles. C'est dans ce sens que je pense que c'est pas inaccessible pour nous d'avoir une action universelle, entre guillemets, si tu veux. Oui, et puis finalement, la société est composée d'individus, donc si on veut éventuellement partir dans une réflexion comme ça, c'est sûr que ça va démarrer par l'individu. Il faut qu'il y ait déjà l'individu, l'amener peut-être à se rendre compte de comment il fonctionne, de choses comme ça. Et c'est vrai que les séances d'ostéopathie, pour ça, sont un moment vraiment consacré. Qui peut être dédié à ce genre de choses. Et justement, sur ces enfants, sur ces gens-là, parfois, en fait, c'est simplement les remettre en contact avec cette sensibilité et leur montrer qu'ils peuvent en faire quelque chose. Tu vois, qu'ils ne sont pas obligés, justement, on parlait tout à l'heure de comment en ostéopathie, parfois on conseille de tout bloquer, de protéger en tout cas certains trucs, de travailler avec les mains, moi j'ai l'impression en tout cas que quand je travaille avec mes patients et que je les amène là-dedans, que je leur sers de soutien, de support pour qu'ils puissent accéder à leur sensibilité, qui jusque-là était bloquée, parce que raison sociétale, culturelle, et que je leur montre qu'en fait, ça se passe bien quand ils font ça, justement. C'est-à-dire que, pour une fois, qu'est-ce qui se passe si je bloque pas ? Tu viens parce que tu as mal au dos, on bloque pas, et on a moins mal au dos. C'est un raccourci que je prends, mais on comprend l'idée. La notion de bloque pas, c'est ça que j'aimerais bien que tu définisses, parce que le bloque pas, il peut aussi s'appliquer... le podcast, il s'appelle Entre nous. Donc en gros, entre nous, c'est très intime, tu vois. Donc moi, je le dis clairement, souvent quand on était ensemble depuis 2 jours, je m'étirais les épaules, etc. Durant ton traitement, tu m'as dit, en gros, c'est pas forcément le fait... le bloque pas, ça peut être aussi bloque pas la restriction de mobilité. Et tu vois, c'est ça que j'aimerais bien que tu définisses un peu, parce que le bloque pas, ça peut être accepte aussi la restriction de mobilité et accepte cet état. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est constamment, mais moi le premier, en train de fuir la vie, de fuir ce qui se passe. Et bien évidemment, on va penser qu'un moyen de fuir la vie, ça va être de bloquer dans le sens vraiment d'éviter. Mais en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est aussi essayer de se relâcher, essayer de se détendre, au lieu de juste sentir. Et la question que moi je me pose tout le temps, en fait, qui est au cœur de ma pratique, et qui honnêtement est au cœur de ma vie, parce que finalement la pratique découle de la philosophie, de la façon de penser, de vivre, c'est qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, j'essaie pas d'éviter ce qui est ressenti. Et c'est-à-dire, j'essaie pas d'inventer une théorie à propos de ce qui est ressenti. J'essaie pas de me dire, tiens, je ressens ça, alors ça correspond à ça, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'essaie pas de relâcher quand je sens une tension qui apparaît au niveau de l'épaule. J'essaie pas de relâcher cette épaule. J'essaie pas forcément de trouver une position plus confortable. J'essaie pas de faire un étirement. J'essaie de sentir. Et de voir aussi que constamment, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît dans ma sensation, je suis toujours en train
Donc d'essayer de faire quelque chose. Ah voilà, donc le bloquer c'est ça. Pour moi c'est le bloquer ou l'éviter. C'est-à-dire qu'on reste sur on met un stratagème en place pour de plus le sentir. On reste sur des systèmes de défense en fait, attaque, défense, attaque, fuite, tu vois, des choses comme ça. Donc l'étirement, le sport, ça serait ce genre de... Alors ça veut pas dire que c'est pas... Attention, ça veut pas dire que c'est pas bon. On peut utiliser ces outils avec... Complètement. Avec un lâcher. Complètement. On peut très bien garder l'aspect physique, sportif, tout ça. Mais peut-être plus revenir au mouvement lui-même, mais pas le mouvement juste pour bouger une articulation. Le mouvement qui en fait permet de mettre en lumière justement le moment où on met en place une protection, qui est une technique soit une technique d'évitement, soit une tension musculaire, soit... Et qui nous rendrait hypersensibles ou hyposensibles. Qui en tout cas nous amène à fuir justement cette sensibilité. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose et soit on veut plus le sentir, en fait on le bloque vraiment, soit on va au contraire essayer de le relâcher, essayer de le détendre. Ouais. Tout ça parce qu'en fait on ne veut pas le sentir. Ok. Et ça, c'est quelque chose, je suis arrivé un petit peu à cette conclusion-là avec les patients, avec la méditation. Il faut vous rappeler que tu as 12 ans d'expérience aussi. Hein. Ouais, donc c'est pas comme oui, c'est pas une idée comme ça qui vient. Et surtout, c'est toujours clinique. Est-ce que j'ai l'impression, moi, qu'avec mes patients, ça aide de faire ça? Parce que sinon, encore une fois, c'est bien joli d'en parler là en podcast, c'est très intéressant, mais s'il n'y a pas d'application clinique, moi, ça m'intéresse. Donc concrètement, cette clinique de la sensibilité, c'est parce qu'on pourrait extrapoler un peu le thème du podcast, mais cette clinique de la sensibilité, c'est entre guillemets révéler aux patients que cette sensibilité qu'ils ont, ils peuvent y aller, ils peuvent en profiter. Ils peuvent rester là. Ils ne sont pas obligés de... Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la séance? Tu m'as dit que tu avais l'impression que pendant la séance, j'étais un point d'appui, c'est ça, un point fixe. Ouais, exactement. Un point fixe. Et en fait, c'est-à-dire que ça, d'une certaine manière, ça c'est mon attitude, même envers ma propre sensibilité. D'accord? Que je partage avec toi. Et de la même manière que le patient partage avec moi, enfin partage, c'est pas volontaire, mais on va ressentir la tension du patient. Le patient va aussi être capable de ressentir si on part dans tous les sens ou si au contraire, il y a un truc qui est posé. Et le fait de se poser là, en fait, c'est une façon... Inconsciemment, on fait passer le message au patient que regarde, t'es pas obligé de toujours te barrer. Tu vois, là, tu sens un truc à tel endroit. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Si on sent, en fait. On reste là, tu sens ça, c'est tout. Non, on sent pas pour faire ça, on sent pas pour éviter. Tu sens ça. Non, tu sens. Et à chaque fois que le patient commence un petit peu, parce que c'est très inconscient, c'est pas des systèmes. À chaque fois que le mental commence à partir un peu le sur mental, l'explication, le corps même, qui commence justement à essayer de relâcher la tension, un truc. Donc c'est pas que mental, tu vois. Nous on reste là. Et on lui montre, non, regarde, t'inquiète pas. Et puis petit à petit, se passe dans des sensations de... C'est comme ça que je définis la douleur souvent aux patients. La douleur, je la définis comme un seuil de sensibilité. Je ne sais pas si tu vas être OK avec ma définition. Elle est très actuelle. Et en gros, elle est très actuelle par rapport à ma clinique aujourd'hui. Je leur dis, la douleur, c'est un seuil de sensibilité, elle est cofactorielle, on dépasse un certain seuil et le système de défense peut accéder. Le but de l'ostéopathie, c'est aussi parfois de casser entre guillemets ces liaisons de sensibilité qui vous ont amené dans un certain seuil assez haut. Est-ce que ça, pour autant, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Je pense que la notion de seuil est vraie. Je vois bien ce dont tu veux parler. Moi, c'est je décris presque la douleur comme étant une émotion, presque. Ah ouais. Tu vois, j'irais presque dans ce sens-là, dans l'idée que à nouveau c'est quelque chose qui va être mis en place alors, quand même petit distinguo entre la douleur qui est d'origine, admettons il y a une fracture, quelque chose comme ça, où il y a vraiment une atteinte tissulaire, et la douleur qui est plus là en réaction, tu vois, de protection finalement. Et qu'il va y avoir un événement, quelque chose qui va être...
qui en fait va pousser le corps à générer de la douleur pour se protéger. Tu vois, pour moi, et je mets la douleur et un petit peu la tension dans le même sac, on va dire, de protection, tu vois, de réaction à un événement. Et du coup, je vais essayer de voir si justement, est-ce qu'on peut aller sentir ça sans chercher tout le temps à modifier la position, à trouver un truc. On peut faire ça aussi dans les conseils, tu vois, dans les trucs, et même d'ailleurs, ça m'arrive aussi, comme je te disais tout à l'heure, en fin de séance, de venir plus sur du tissu, sur la matière. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus comment le corps réagit. Est-ce que je peux sentir ces réactions du corps, ces réactions de protection qui ont été mises en place, ces réactions d'évitement, ces réactions de fuite, ces réactions au contraire d'attaque, et puis petit à petit, en fait, ne plus les nourrir et voir. En fait, je vais même pas dire qu'est-ce qui se passe si on fait ça. Je veux dire, peut-être, s'il y en a que ça intéresse, voyez ce qui se passe si vous faites ça. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que quand tu fais ça, l'énergie qui était utilisée pour maintenir ce mécanisme de défense, douleur, tension, va du coup être disponible pour écouter. Et donc, d'une certaine manière, ta sensibilité augmente. Et tu te mets à sentir plus de choses. Douleur, tension, comment le patient fait l'expérience de son corps. Est-ce qu'il sent plus une jambe qu'une autre? Et comment tu sens ça, en fait, quand en tout cas chez moi, le patient arrive, d'un coup, il manque une jambe. Dans la sensation. Et c'est petit à petit ce travail-là, en fait, qui fait que pour moi, j'ai été capable d'arrêter d'éviter les trucs, tu vois, de toujours fuir la sensation. J'ai été capable... c'est un travail qui est infini, hein. C'est bon, c'est fait. Mais petit à petit, si tu veux, ça nourrit la sensibilité. Ouais, je comprends. Tu vois ? Et du coup, c'est ça pour moi le moyen de remettre les gens en contact de leur sensibilité. En faisant justement ce point fixe. En les autorisant pour une fois à pas éviter. Et d'un coup, ils voient qu'est-ce qui se passe ? Je sens qu'il se passe des choses. Et souvent, on repart de suite dans une fuite. Parce que souvent, dès qu'ils sentent quelque chose, genre, ah oui, mais alors c'est ça, c'est l'énergie, c'est ceci. Peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sentir. Je sais pas si tu Quelle est ta place du viscéral dans cette pratique? La même place pour moi que tout le reste. Ouais. La même place que tout le reste. Et je fais pas un travail viscéral comme il m'a été enseigné en école, c'est-à-dire de venir chercher, d'étirer, des choses comme ça. Mais je vais venir placer la main au niveau viscéral lorsque c'est, on va dire, une zone d'appel. Pour moi, ce que j'appelle une zone d'appel, c'est une zone où je sens qu'il y a une protection. Tu vois, il y a un truc qui est évité, qui peut être un point d'entrée finalement, parce que on voit aussi beaucoup, on parle de zone de protection comme si c'était des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, tu vois, mais on peut aussi se dire qu'en fait, justement, ce sont des points d'entrée vers on va dire un niveau un peu plus profond de sensibilité. Et en fait, ça nous indique où venir sentir, où venir taper, et du coup, on est constamment en train d'éviter ces trucs-là qui pourraient justement, au lieu d'être des choses mauvaises, désagréables, être en fait une porte d'entrée vers un changement qui est toujours en train d'arriver en nous et que peut-être on est constamment en train de remettre à plus tard, quoi. Toujours. Je voudrais qu'on parle d'un point qui est un d'actualité et deux qui nous passionne aussi entre guillemets. C'est parce que toi tu m'as confié que tu mettais beaucoup d'importance aussi à l'évidence base médecine, à cette mouvance, je dirais, du médical pour déterminer par les faits ce qui est acté et ce qui est nécessaire pour faire avancer la recherche. L'ostéopathie, elle a un rôle essentiel dans le parcours de soins en général. Est-ce que cette sensibilité, elle sera un jour mesurable par l'évidence? Déjà, premièrement, avant qu'on se fasse tomber dessus, evidence-based medicine, ça m'intéresse. Je suis loin d'avoir les compétences nécessaires pour comprendre tout ce qui se joue. Par contre, ce que je sais, c'est que
quand je vais expliquer des choses aux patients et quand je vais vouloir discuter aussi avec d'autres praticiens, souvent des ostéopathes, mais par exemple ici je travaille avec des kinés, quand je discute avec les médecins, moi je vais quasiment toujours me référer à des choses que je sais comme étant identifiables, prouvées à l'heure actuelle. Si je me réfère à autre chose, je vais simplement me référer à la sensation. Et je ne vais pas extrapoler. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, je ne vais pas dire oui, c'est ça, parce qu'en fait. Non. Donc là, ta communication avec le corps médical, c'est par les faits. Et même avec les patients. Très souvent, avec les patients, c'était ma façon d'expliquer les choses aux patients. Mais si tu n'as pas des explications, tu parles de ta sensation. C'est-à-dire que je vais, par exemple, quand je vais parler des sensations, je vais souvent dire aux patients que ce sont des réactions du système nerveux. Ouais. Et pourtant, je suis quasiment certain que d'autres ostéopathes qui font le travail que je fais vont utiliser des mots comme, par exemple, des mots de biodynamique, la grande marée, ceci, cela, des mots énergétiques. Mais moi, je trouve que dans la communication, je préfère ramener le patient à un truc un peu plus corporel et concret. Anatomique, parce que aussi, assez souvent, justement, comme on disait tout à l'heure, les protections, c'est parfois aussi un peu des fuites. Tu vois, c'est pas forcément un truc qu'on bloque, ça peut être une fuite. Et parfois, là, les modèles explicatifs, pour moi, c'est pas toujours le cas, mais peuvent être un petit peu une fuite. Okay. Tu vois, et du coup, c'est vrai que j'aime bien revenir à ce genre de truc et utiliser des explications de mécanismes de la douleur, des choses comme ça, telles qui sont discutées à l'heure actuelle par les gens qui étudient la douleur et des trucs comme ça. Certains pensent que le modèle explicatif, c'est ce qui est souhaitable de ressentir, parce que c'est ce que le passé a établi comme norme, et que dans nos sensations de jeune ostéo, parce qu'on est encore jeune ostéopathe, se référer à des modèles de structure du passé peuvent nous faire accéder à autre chose. Et c'est dans ce sens que le modèle explicatif, il peut être libérateur, ou justement, si trop influencé et trop influençable et avec une emprise, peut être justement restrictive. Et on a plein sans langue de bois, on a plein d'ostéos autour de nous qui se renferment dans un modèle, les confortent et ne s'ouvrent pas à d'autres choses. Donc je te rejoins sur cet aspect du modèle explicatif, selon moi nécessaire parce que fait partie du passé, et tout ce qui a tendance à marcher dans le temps, il faut s'y référer parce que c'est quand même une base je dirais solide pour les générations futures, surtout pour la formation, mais s'en libérer, ça sera nécessaire. Je trouve que la difficulté, c'est que justement souvent même avec les ostéopathes, souvent je préfère utiliser un modèle explicatif qui est un peu plus concret et un peu plus, on va dire, à jour. Même s'il explique peut-être pas tout, tu vois, même s'il a des limites, mais parce qu'un des soucis que je trouve qu'on a souvent, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent en utilisant les mots des modèles ostéopathiques, mais que ces mots sont devenus petit à petit, ils étaient peut-être vrais pour la personne qui a mis en place le modèle, mais que petit à petit, en fait, les gens se sont trop accrochés aux mots en tant que concept, et ont oublié que derrière ces mots, enfin, même pas derrière, avant ces mots, il y avait justement une sensation. Tu vois, qui correspondent à une sensation. Et que les mots sont juste là, d'une certaine manière, pour pouvoir en discuter avec une autre personne qui aurait lui aussi appris ce modèle et qui a les mêmes sensations. Et en gros, on s'accorde pour dire, bon, allez, ça on l'appelle comme ça on l'appelle comme ça. Puisqu'on fait le lien avec l'évidence-based médecine, avec le modèle des recherches actuelles dans le monde scientifique, c'est exactement ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on part soit d'une idée et qu'on essaye de voir si elle marche ou elle ne marche pas, ou est-ce qu'on va partir d'un faisceau d'interprétation, d'un faisceau d'intuition, d'un faisceau de sensibilité pour avoir l'idée, justement. Et peut-être qu'en ostéopathie, on est un peu plus dans cette mouvance de la recherche qui, dès l'entrée du patient, ou sur la table, ou à travers nos relations, on peut essayer d'identifier des faisceaux d'idées
et ces faisceaux d'idées vont rejoindre un concept ou un modèle explicatif. Complètement. Mais tu vois, par exemple, ça c'est un bon exemple, tu vois, ce dont tu parles, parce que cette notion de sensation, parfois même peut-être un peu à distance, entre guillemets, sans avoir touché le patient ou des choses comme ça, ça va justement très vite être interprété par des ostéopathes, parce qu'en fait, il y a assez peu de gens qui parlent de ça, parce que c'est souvent bloqué. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la possibilité de rendre ça magique. Et ça, ce sont souvent justement des milieux, souvent énergétiques, pas que, mais souvent énergétiques qui en parlent, avec un modèle qui est quand même assez particulier. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver un peu un truc entre les deux, c'est-à-dire de toujours avoir cette sensibilité, parce que je considère, pour moi, la sensibilité, c'est être sensible, c'est aussi se cogner le doigt de pied contre la table et sentir qu'on a mal au doigt de pied. Enfin, je veux dire, tu vois, terre à terre, du concret. C'est ce que tu sens, quoi. Voilà, tu sens des choses, comme là, tu sens qu'il fait chaud, qu'il fait froid, tu t'adaptes. Mais par contre, pas forcément l'expliquer, ou en tout cas, si on doit l'expliquer, on l'explique avec des choses peut-être qui sont justement un petit peu plus posées d'un point de vue explicatif et des choses comme ça. Et moins établi peut-être. Plus établi d'un point de vue scientifique. Ouais, ok. Tu vois, justement, si on doit l'expliquer. Par ce biais-là. Et ce truc-là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu as toutes les recherches sur la synesthésie. Ouais. Et la synesthésie, grosso modo, c'est lorsque vous avez, moi je dis toujours aux patients, c'est quand on a deux fils qui se touchent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entendre par exemple un chiffre et ils vont voir une couleur. Et donc il y a un mélange comme ça entre différents sens. Et il y a des recherches qui sont sur la synesthésie, et il s'avère qu'il y a certaines formes de synesthésie où des gens vont pouvoir sentir la douleur des autres. Ou par exemple, des gens vont voir quelqu'un se prendre une baffe dans la rue, ils vont sentir. Je crois qu'on a tous l'expérience où on regarde des vidéos, genre vidéo gags sur internet, il y a une chute en skate, et bam, on a mal aussitôt au coccyx. Ça m'arrive. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, et du coup, ça ne paraît pas magique, ça. Non, bien sûr. Tu vois, voilà, donc on peut appeler ça l'empathie si tu veux, mais il y a une sensation corporelle qui apparaît, tu vois. Qui est physique, qui est concrète. Qui est physique, qui est ressentie. Est-ce qu'on peut utiliser ça ou pas? En tout cas, c'est ton modèle de recherche actuel. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'intéresse. Mais voilà, si je dois l'expliquer, je l'expliquerai plus avec ça, tu vois, qu'avec d'autres modèles que je connais aussi. Mais ces modèles, je vais pouvoir les utiliser pour discuter avec quelqu'un qui est vachement dans l'énergétique, parce que du coup, je comprends et j'utilise son langage. Mais c'est vrai que quand j'en parle avec des patients, quand j'en parle avec d'autres personnes, tout ça, moi, finalement, comme ce qui m'intéresse, c'est de sentir, plus que d'expliquer pourquoi, comment je ressens, machin, si je dois le faire, je préfère le faire avec un truc qui pose un peu, tu vois. Est-ce que tu as eu un compagnonnage pour t'avoir transmis cette sensibilité? Est-ce qu'il y a un modèle qui t'a plus parlé, qui te fait arriver sur ce chemin-là Il y a eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui m'ont influencé. Des gens entre guillemets en bien, c'est-à-dire qui m'ont aidé, et puis d'autres gens qui finalement m'ont aidé, mais en effet rebond, c'est comme je suis un peu couillon, on me dit non, et du coup je vais plus loin dans mon truc, quoi. J'ai été pas mal influencé bien évidemment par la biodynamique. D'accord. Voilà, notamment donc certains auteurs comme Charles Ridley, donc un auteur américain qui a écrit 2 livres, dont un que je traduis d'ailleurs en ce moment. J'ai travaillé aussi avec Pascal Fauvet en Vendée, qui elle avait pris la suite de Jacques Androva Duval. Donc ça, ce sont des gens qui m'ont aidé, en fait, qui ont partagé sur leur façon eux de fonctionner, qui n'est pas forcément la mienne, mais qui à un moment donné a été nécessaire pour passer des trucs, pour passer un peu des étapes et tu vois, et peut-être me sentir plus prêt à accepter un peu des choses que je sentais. D'accord. Tu vois, à ma manière, même si à un moment donné, je pense quand même que il faut y aller, il faut faire son truc. J'ai un peu moins tu vois, le mentor, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, je pense que c'est chouette si ça arrive, mais je pense aussi, j'ai cette sensation justement dans l'ostéopathie, c'est sa vie, on parle de sa propre vie. Donc, une des phrases de style, c'est quand même je ne cite que Dieu et l'expérience, quoi. C'est pas la phrase exacte, mais je ne cite que Dieu et l'expérience. Il dit pas je cite tous mes mentors, et je ne cite que Dieu et l'expérience. Et donc, et à un moment donné, moi, je me dis, mais du coup,
même en étant humble, hein, pourquoi j'irais passer ma vie à citer ce talent Becker et tu vois, même si honnêtement ils ont tous eu, surtout Becker, une influence monstrueuse pour moi, mais il y a un moment même donné, style. Même style, mais style, finalement j'y reviens plus maintenant. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, j'y reviens beaucoup plus maintenant. Mais surtout sur des profils de chercheurs, parce que on n'applique pas un modèle et on se conforte à ce modèle dans nos cabinets. C'est-à-dire qu'on va recevoir une information de modèle. Moi, j'en parle librement. Je vais recevoir une information de modèle, comme les deux jours que je passe avec toi. Je vais m'imprégner, je suis une éponge, je vais tester des trucs, je vais en laisser, je vais en prendre. Et surtout sur des profils, je pense, un peu comme nous, où on cherche un peu ce qui pourrait faire le plus de bien, entre guillemets, aux gens. C'est d'autant plus nécessaire de s'écouter soi-même et de ne pas se reposer sur un cadre. Tu peux pas rester sur un cadre, enfin, tu peux avoir des cadres, mais ces cadres, ils doivent tout de même évoluer parce que tout simplement, toi, tu n'es pas le même maintenant que tu étais il y a 2 ans. Ou il y a 2 jours. Même il y a 10 secondes. Je veux dire, je m'amuse à dire que mes patients, mais du coup moi-même aussi, on est un peu en évolution permanente. D'accord ? On n'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est ça la liberté que disait Steele aussi, c'est qu'on se renouvelle à chaque seconde. On se renouvelle, bien sûr, d'un point de vue atomique ou cellulaire, mais même plus loin, je veux dire philosophiquement, dans notre pensée, tout ça, on est constamment sous l'influence de l'environnement, et ça c'est quelque chose aussi dont Steele parle beaucoup, l'environnement, la nature, parce que quand il parle de la nature, c'est aussi ça, c'est pas que aller se balader en forêt, l'influence de l'environnement fait que justement on est en évolution permanente. Il y a des ostéopathes qui parlent de l'ostéopathie comme étant une médecine de l'évolution, dans le sens de cette évolution-là, pas de l'évolution, le singe, hein, l'évolution de l'homme est en constante évolution. Et finalement, peut-être que ce qu'on va traiter, ce sur quoi on va travailler, ce sont les endroits où cette évolution elle bloque un peu sur certains trucs, tu vois. Un peu comme une femme enceinte qui va avoir une évolution de son corps et qui finalement, alors bien évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles une femme enceinte peut avoir des douleurs, mais on va sentir que presque c'est parce que le processus de modification corporelle, il y a un endroit où il se passe plus de manière harmonieuse, il bloque un peu sur un truc. Et juste de libérer ça. N'accepte pas trop. N'accepte pas trop, tu vois. Je ne vais pas parler du poids, par exemple, tu vois, du changement de posture, mais tu sens que ça se fait pas d'une manière naturelle. Son image, peut-être. Bien sûr, ça peut être aussi des trucs comme ça. Mais voilà, c'est plus ça, mais voilà, pour chaque patient, pas que pour la femme enceinte, pour chaque patient. Parce que la femme enceinte, on peut y revenir, parce que je travaille un peu en PMI, je reçois des femmes enceintes, etc., qui sont dans des problématiques aussi socio-économiques et qui ont, en plus, ils ont je dirais un sac à dos d'emmerdes beaucoup plus importantes que les patients que je pourrais recevoir au cabinet, bref. Et c'est d'autant plus leur image de leur physique qui change sur un court laps de temps, plus qu'un physique qui change sur un laps de temps un peu plus long comme on pourrait l'avoir nous. C'est 9 mois, c'est même à partir de 9 mois, et ce changement brutal, ça peut révéler certaines facettes et certaines justement sensibilités un peu hautes sur des thématiques bien précises. Et comme tu dis, le corps évolue et peut un peu se figer dans une certaine compensation ou certaines restrictions. Et chez la femme enceinte, c'est un exemple qui est concret parce que la modification entre l'espace et le temps est beaucoup plus court. Bien sûr. Ou chez le bébé, tu l'as aussi, c'est vrai qu'on est sur les timings. Ou chez la personne qui vieillit de façon très vite, ou chez la personne âgée, c'est quasi, je dirais, la modification corporelle et le vieillissement, c'est quasi quantique, parce qu'en gros, c'est l'espace et le temps qui va se réduire à un moment. Donc, à nous de les accompagner quand cet espace et ce temps s'est réduit. On peut le ressentir chez des patients qui traversent des moments de vie compliqués, ou on peut le ressentir chez des personnes qui sont
en pleine joie immense d'être dans l'attente d'un enfant. Pareil, à mon avis, il y a une notion d'espace et de temps qui se réduit, un corps qui change plus vite. Et quand on est très concret, quand je t'avais posé la question hier, toi, pourquoi la limite de l'ostéopathie, tu me dis c'est un moment où on pose les mains. Ah, tu veux dire dans ce qu'est l'ostéopathie. Donc c'est quand même concret. Moi, c'est vrai que pour moi, il y a le passage par la thérapie manuelle, entre guillemets, il y a le toucher. On nous a offert ça. En fait. Il y a le toucher. Pour moi, c'est vrai que à titre personnel, c'est là où je mettrais une limite qui est la mienne, mais de ce que j'appelle l'ostéopathie. Moi, je mettrais l'étiquette ostéopathie. Il faut qu'on mette cette limite-là, parce qu'on va de plus en plus travailler dans les institutions, on va de plus en plus travailler dans les structures, dans les différentes sphères, et il faut absolument qu'on se pose ce cadre-là, puisque sinon on fait de la philosophie ou du podcast, sinon on fait de la psychologie, mais touchons le corps, quoi. Oui, mais pour moi, c'est d'une certaine manière, c'est la philosophie qui se traduit par le toucher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est la philosophie qui passe par les mains, par le toucher. Après, honnêtement, par rapport aux institutions, la plupart des ostéopathes qui n'auraient pas, on va dire, le toucher dans leur pratique, je suis pas certain qu'ils soient dans les institutions, ces ostéopathes-là. Et ça n'empêche pas que d'ailleurs ils puissent aussi avoir des super résultats, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, voilà, si tu me demandes, oui, c'est vrai que ça, pour moi il y a un toucher dans l'ostéopathie, et qui, bon, tu l'as vu, c'est un toucher, chez moi en tout cas, c'est un toucher qui est majoritairement très doux, c'est vraiment un toucher. Réconfortant. Voilà, mais qui n'essaie pas de modifier, on va dire, la structure, la matière. Ouais, okay. Mais il y a quand même un contact. Ouais. Je sais pas, comme ça, 10 cm de toi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça, pour moi, ça me semble important. Et je pense aussi que les gens viennent pour ça. Tu vois, ça fait partie des trucs. Effectivement, on en parlait un petit peu hier aussi de le toucher. Après, savoir est-ce que c'est au final, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pathologique d'avoir besoin de toucher. On se posait la question si le besoin qu'on a de toucher le métier qu'on a choisi ou des choses comme ça, en fait, ce serait pas des traumas du passé qu'on essaierait de surexploiter, et du coup, ça deviendrait... le besoin de toucher pour l'ostéopathe, ou le besoin de toucher pour l'ostéopathe, ça peut aussi, c'est son métier, donc ça peut, mais le besoin d'être touché. Est-ce que finalement, on peut pas se poser la question, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être touché en permanence comme ça, si au final, si on est plutôt bien... Tu vois, on l'a vu quand même avec la crise où par exemple, la population vieillissante qui ne recevait pas les petits-fils ou les petits-enfants, ou alors il y avait quand même une dégradation parce que le toucher... ou alors on est tous très pathologiques. C'est avec la norme, peut-être que c'est la pathologie en fait, et du coup on est tous très pathologiques et on se dit, en fait c'est normal de vouloir être touché en permanence, mais peut-être pas, je sais pas. Je sais pas te dire. C'est peut-être un peu entre les deux, entre le besoin d'être touché en permanence et jamais vouloir, tu vois, avoir peur d'être touché et tout ça, peut-être que... parce qu'il y a des patients qui n'aiment pas être touchés. Il y a des praticiens qui n'aiment pas être touchés non plus. Ça arrive aussi. Ouais. Ça arrive, c'est pas forcément mon dada. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ce thème de la sensibilité ? Est-ce qu'il y a des... Non, j'ai une petite anecdote là, que j'aime bien de Becker. D'accord. Qui raconte... alors, je vais sans doute, pour les puristes, ça va pas aller parce que je vais pas être capable de citer tout le passage par cœur. Mais en gros, il raconte qu'il est à une conférence, il fait partie des gens qui organisent une conférence, et il a, il me semble, 50 ostéopathes devant lui. Et en fait, il y a un des ostéopathes, des médecins ostéopathes, donc c'est aux États-Unis, donc ils sont médecins, un des ostéopathes qui est censé venir et qui ne vient pas. Je ne sais plus pour quelle raison, il ne peut pas venir, ou il est en retard, ou peu importe. Et donc Becker se retrouve obligé, ça il en parle aussi dans ses bouquins, c'est pas moi qui l'invente, il se retrouve obligé de s'occuper, en fait, au pied levé, comme ça, de donner un cours d'ostéopathie à 50 ostéopathes. Et en fait, il leur dit, vous allez travailler en binôme, donc il y en a un qui va traiter, l'autre qui va être le patient, puis après vous changerez. Et vous allez poser les mains et vous allez sentir. Vous n'allez pas essayer de faire quelque chose, vous allez sentir.
Il raconte, il rigole, enfin, on sent un peu qu'il ricane un peu quand il décrit, parce que vous auriez dû voir ça, 50 des meilleurs ostéopathes du pays, incapables de rester assis une demi-heure ou un quart d'heure, juste à sentir. Ils étaient tous là, en train d'essayer, de se projeter, de corriger. Il leur disait, non, tu fais pas ça. Non, pas de test. Non, pas de technique. Non, tu sens, c'est tout. Tu sens, c'est tout, tu sens. Et vous auriez dû voir ça, c'était impressionnant. Incapable de juste être assis à sentir. Il raconte qu'à la fin, sur les 50, il y en a 25 qui viennent le voir, à peu près, j'imagine, qui disent que c'était le meilleur traitement qu'ils aient jamais reçu. D'accord. Et il dit, et encore plus étonnant, sur ces 25, il n'y en a pas un qui a demandé comment il pouvait apprendre à faire ça. Et à mettre ça en place cliniquement. Voilà. En gros, moi, ce que je propose, c'est ça. Rien de plus que ça. Avant même d'essayer de chercher d'expliquer là, non, sentir, encore sentir, et de voir tous les moments où on est constamment en train de... Et voir qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne peut pas y avoir de structure. C'est pas sentir dans ses mains le patient, c'est sentir en général. Alors, ça, Becker en parle aussi un petit peu. Il parle de sentir d'abord avec ses mains, puis avec les lymphatiques de ses mains, et puis avec son cœur, machin. Bon, ça, ce sont les mots de Becker. Moi, si on me demande, je vais dire de sentir avec le corps, voire même, on pourrait aller un peu plus loin, jusqu'à sentir qu'en fait, sentir même son corps comme étant une sensation. C'est même pas les sensations du corps, c'est le corps comme étant une sensation elle-même. Donc ça, c'est si on va un peu plus loin. Mais petit à petit, disons, si on veut le faire plus tranquillement, c'est commencer un petit peu à voir, est-ce que je peux sentir un peu plus large ? Est-ce que je peux sentir, être beaucoup moins, déjà ne pas se projeter dans le patient, et voir si je peux, du coup, ne pas me projeter non plus dans mes mains, c'est-à-dire venir me focaliser là-dessus, voir si je peux juste relâcher, sentir mes mains, sentir le reste aussi, et voir qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là. Moi, ce que je dis aux ostéopathes qui viennent me voir et qui ont une pratique différente, c'est voir si peut-être vous pouvez faire ça 5 minutes à la fin de votre séance. Faites votre séance classique, vous êtes habitué, voir qu'est-ce qui se passe si vous faites ça pendant 5 minutes. Peut-être que c'est pas votre truc, et puis peut-être que... Et rapprochez-vous de ce conseil historique de Becker. En tout cas, moi, ce truc-là m'avait beaucoup marqué, et c'est vrai que je le conçois bien. Et ce que j'aime bien dans ce conseil-là, parce qu'après, dans tout le reste de Becker, il y a beaucoup de crâniens, il y a beaucoup de mots qui, moi, font pas vraiment partie de mon vocabulaire. Mais par contre, ce truc-là, il n'y a pas de vocabulaire. Vous asseyez, vous sentez. Vous asseyez, vous sentez. Non, arrêtez de faire ça. Allez, on n'essaie pas de se projeter, vous sentez. C'est tout. C'est tout ce que je vous ai demandé. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je développais, et j'ai l'impression que ça m'aide, moi, à développer ma sensibilité, et que, surtout, ça a une influence sur les patients. Voilà. Génial. Merci pour ce moment. Merci pour les 2 jours, et c'était cool de carrément, super rencontre.